La période Covid a montré les résultats de suivre aveuglément la science. Une sorte de culte religieux qui se déguise en science, qui a en quelque sorte remplacé le système de croyance ecclésiastique à l'époque des Lumières, mais qui fonctionne en réalité selon les mêmes critères. Celui qui n'y croit pas est, pour ainsi dire, un complotiste ou un hérétique. Tant que ces choses agissent en nous, nous avons une vision faussée du monde, de l'histoire, et une idéologie qui nous divise. Au lieu de nous rassembler, la politique montre combien cela peut devenir houleux, avec un agenda de division. Si cela persiste et que nous cherchons toujours des solutions externes, cela ne marchera pas durablement. J'ai été enseignant, mais je n'aimais pas parler d'école ici. Cette conversation m'a fait réfléchir. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dehors, la pression de la performance, la peur, le contrôle, trouve son origine dans un endroit que nous connaissons tous, l'école. Cette conversation montre combien l'école, l'obéissance et la peur subsistent en nous et pourquoi ta liberté commence ici. Pour comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui et comment t'en libérer progressivement. Reste jusqu'à la fin car c'est là que débute ton voyage. Nous n'avons pas à quitter le système, c'est à lui de sortir de nous. Raïk, je suis ravi de discuter avec toi et heureux de ta présence. Merci pour l'invitation. Je me réjouis également du sujet et de la discussion. Raïk, j'ai récemment lu une phrase de toi. L'école a été créée pour nous maintenir petits. Honnêtement, en tant qu'ancien enseignant, je me serais dit, c'est absolument n'importe quoi. Dans le système scolaire, tu luttes pour survivre en tant qu'enseignant. Cela concerne les cours, programmes, gestion de classe, différenciation et réunions parents-professeurs. Tu n'as pas le temps de remettre en question le système et la critique du système à l'intérieur du système n'est absolument pas prévue. Et c'est justement pour cela que ta perspective m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis ça? L'école a été créée pour nous maintenir petits. Oui, là, je dois évidemment un peu m'expliquer. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je connais cette problématique d'un autre système avec lequel beaucoup de gens sont déjà familiers, à savoir le système médical. Je viens du domaine médical. J'ai étudié la médecine, je suis donc médecin diplômé et j'ai ainsi bien sûr appris à connaître le système de l'intérieur et à m'en rendre compte. En fait, ce système médical présente des parallèles totales avec le système éducatif. Cela signifie que tous, présents dans ce système, travaillons ou cherchons notre place. Souvent, nous ignorons que ces systèmes existent depuis plus longtemps que nous. Et bien sûr, lorsque nous arrivons avec de grandes et ambitieuses intentions d'améliorer et d'apporter du neuf, nous rencontrons certaines résistances qui ne veulent tout simplement pas que les choses changent. Parce que ces systèmes remplissent effectivement un certain objectif. Et bien sûr, ils changent fondamentalement d'une certaine manière, c'est clair, mais pas aussi rapidement que ce serait peut-être judicieux. Je viens également du secteur de l'éducation, ayant travaillé de nombreuses années dans la formation pour adultes. Je sais donc à quel point l'éducation est essentielle. Au plus tard, lorsque je suis moi-même devenu père, j'ai compris que le système éducatif est l'une des clés les plus importantes qui déterminent à quoi ressemblera notre avenir. Pourquoi? Parce qu'en dehors du foyer parental, c'est justement le système éducatif, l'école, qui a la plus grande influence sur la vision du monde qui se forme dans la tête des enfants. Si on veut le voir de façon vraiment provocatrice, et je vais maintenant faire un grand détour, qui pourrait sembler nouveau pour certains. Le système éducatif tel que nous l'avons ici dans le monde occidental fait-il partie, appelons-le ainsi, d'une guerre de l'information? L'éducation est l'une des choses les plus décisives qui soient. Beaucoup de gens ont actuellement peur de toutes sortes de guerres, d'une éventuelle troisième guerre mondiale, d'explosions, de chars, de soldats et de ce genre de choses. C'est l'image que beaucoup de gens se font de ce qu'est la guerre. Mais le problème, c'est que la véritable guerre, celle qui est en réalité bien plus dangereuse, existe aussi. Et j'aimerais bien expliquer ce que je veux dire par là. Elle a déjà lieu depuis longtemps. C'est une guerre de l'information. Et cette guerre est menée avec des armes informationnelles. Et les armes informationnelles sont donc des armes. Parce que lorsqu'elles pénètrent dans un tel espace de conscience, elles amènent les gens à adopter un mode de vie autodestructeur. Et où ils se ruinent eux-mêmes, donc ruinent leur propre santé, ainsi que celle de leurs enfants. On peut le voir partout, là, si on regarde la société avec un œil attentif. Malheureusement, on observe de nombreux signes de dégénérescence. Beaucoup sont chroniquement malades, désespérés ou craignent l'avenir. J'ai encore lu hier que, surtout en Allemagne, depuis la période du Covid, le taux de dépression a énormément augmenté chez les gens. Cela montre donc en fait le désespoir, l'épuisement des gens. Cela a bien sûr des raisons. On peut évidemment toujours chercher ces raisons dans des facteurs extérieurs. Selon l'idée,
Oui, il y a eu maintenant certains changements économiques. Bien sûr, évidemment, ce que nous vivons actuellement, c'est la désindustrialisation en Allemagne. Cela fait peur à beaucoup de gens, cela détruit des emplois. Beaucoup de personnes vont devenir chômeurs et ensuite avoir peur pour leur existence. Mais ce n'est qu'une face de la médaille. L'autre face, ce sont, de mon point de vue, des facteurs qui se produisent en nous-mêmes. Là, il faut vraiment regarder en profondeur dans la psychologie humaine et bien sûr, l'école joue aussi un grand rôle, mais pas seulement. Il faut peut-être même aller jusqu'à dire que l'école, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est un modèle de réussite. Mais pas dans le sens où l'on produirait en masse des génies, c'est-à-dire des enfants qui pourraient développer librement leur individualité et leur créativité. Mais cette école était à l'origine aussi conçue pour développer le sens du devoir. Si l'on regarde l'histoire du système scolaire, on voit que c'est finalement un héritage de deux grandes instances, du moins comme nous l'avons encore ici en Allemagne. Mais cela change très lentement. Il s'agit d'un côté de l'héritage de l'Église et de l'autre de l'héritage du militarisme prussien. Ce sont, en quelque sorte, les parents du système scolaire actuel. Comment le reconnaître? L'héritage ecclésiastique serait ici. Je dirais le sermon à la chaire, donc quelqu'un se tient devant et tout le monde doit s'asseoir sagement et l'écouter. Donc, l'enseignant qui se tient devant comme une autorité, c'est comme à l'église quand le pasteur fait son sermon. Et cet héritage, cette obéissance, ou ce qu'on appelait autrefois l'obéissance cadavérique, donc s'asseoir, écouter, suivre les instructions et ensuite être récompensé ou puni pour cela, ce sont ces aspects militaires qui proviennent encore de ce militarisme prussien. Et ce sont finalement toujours des choses qui existent encore, et ces deux aspects y contribuent. Et peut-être un troisième aspect. Il est aussi totalement contre nature de regrouper dans une même pièce des enfants du même âge, alors qu'ils peuvent, même s'ils ont le même âge, avoir des niveaux de maturité différents. Surtout en ce qui concerne les filles et les garçons, il faut aussi le dire, c'est-à-dire que les filles sont généralement beaucoup plus mûres que les garçons au début de la scolarité. Et elles sont aussi capables de plus de choses. Tu sais quoi? Moi, elles maîtrisent mieux la motricité fine, écrivent et lisent mieux, restent calmes, contrairement aux garçons plus turbulents et axés sur la motricité globale. Ils sont plus agités, bougent sur leur siège et peinent à se concentrer, mais ils ont d'autres talents. Aujourd'hui, tout est mélangé dans le même panier avant d'être noté. Oui, non, il ne sait pas bien se comporter, il a des troubles du comportement. Il est aussi connu que le diagnostic trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité concerne surtout les garçons. C'est rapide car il ne s'est pas adapté au système, d'où son remarquement. Il faut donc soigner cet enfant, sans se poser la question. Un enfant n'est toujours que le reflet de son environnement, que ce soit la famille ou l'entourage à l'école. Si un enfant ne peut pas s'épanouir ou se détendre, mais devient au contraire remarqué par son comportement, il faudrait d'abord examiner de plus près son environnement au lieu de vouloir le soigner. Ce sont justement des aspects qui, malheureusement, sont aujourd'hui abordés de manière totalement erronée, au lieu de prêter attention à l'ensemble, à ce qui se cache réellement derrière. On se focalise toujours sur la personne qui ne s'intègre pas, sans prêter attention au cadre. Alors il faut, pour ainsi dire, le remplacer ou le soigner ou quoi que ce soit d'autre. Il faut le considérer de manière plus globale. Le système scolaire est un modèle de réussite dans la mesure où il fait exactement ce pourquoi il a été conçu à l'origine, à savoir produire en masse des personnes capables d'assumer leurs fonctions dans le grand engrenage de l'économie ou d'occuper une place dans l'économie. Parce que le système scolaire prépare à un certain type de système économique à l'extérieur. En premier lieu, on produit des employés, c'est-à-dire des millions de personnes qui ont une façon de penser leur permettant d'exécuter une tâche précise dans une entreprise ou une société. Donc des employés qui ont besoin d'une instruction de leur patron, supérieur peu importe, et qui l'exécutent simplement. Mais l'école échoue totalement, comme je l'ai dit, dans le sens où elle ne forme pas des individus qui ont découvert leur propre génie, qui savent pourquoi ils sont ici. Oui, il y a de tels enfants, mais eux, disons, malgré l'école, ils restent toujours eux-mêmes et n'ont jamais perdu ce qui leur appartient. Mais pour ceux qui ont créé le système scolaire à l'origine, au XIXe siècle, dans le cadre de l'industrialisation, il était important de former une grande armée de millions d'ouvriers, de consommateurs, aussi de soldats, parce que c'était l'époque où de nombreuses guerres étaient menées.
Cela n'aurait jamais été possible si les gens n'avaient pas été préalablement conditionnés psychologiquement par de tels dispositifs de dressage de masse. Donc la psychologie de masse appliquée à la salle de classe, en quelque sorte, le conditionnement. Des mesures similaires à celles utilisées en laboratoire sur des animaux d'expérimentation ont finalement été appliquées ici à la future génération. Cela est toujours sous-estimé parce que nous nous y sommes habitués. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons, à mon avis, dans un ordre vraiment très malade. Mais on ne peut le comprendre que si l'on s'en est soi-même extrait. Cette maladie s'est tellement cristallisée pour nous comme une normalité qu'on doit vraiment parler de normopathie. En d'autres termes, ce qui est pathologique est devenu la normalité. Si nous acceptons tout cela plus ou moins comme étant normal, alors bien sûr, quelqu'un qui, comme moi, dit que tout cela est un peu étrange, passe pour un hérétique. Pourtant, je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte que cela ne correspond pas vraiment à notre véritable nature humaine. Tu penses peut-être, ceux d'en haut sont responsables, l'État s'occupe de moi. Honnêtement, combien de temps vas-tu attendre que quelqu'un d'autre gère ta vie? C'est super intéressant ce que tu dis, Raik. Tu as vraiment bien développé ton idée. Je vais essayer de résumer très brièvement. Les écoles là-dehors ont une acide désoxyribonucléique ecclésiastique et militaire. Ce sont des établissements de discipline plutôt que des établissements d'éducation. Tu as évoqué indirectement Rockefeller, qui avait effectivement l'intention de ne pas former des penseurs, ou bien le modèle prussien dont tu as parlé, mais simplement de produire des sujets, des gens qui fonctionnent dans le système, paient leurs impôts, sont obéissants et ne se rebellent pas. C'est un peu comme un système de caste qui a été établi, mais exprimé différemment. Au fond, les écoles ont une fonction de garderie, et il faut appliquer froidement ce programme d'État. Et maintenant, par exemple, d'après ma propre expérience, les écoles, qui sont en fait des écoles de substitution. Il existe des écoles de substitution et des écoles complémentaires. Par exemple, les écoles de substitution seraient Montessori, Waldorf, etc. Il existe aussi des écoles complémentaires, comme par exemple les écoles libres, qui n'appliquent tout simplement pas le programme officiel de l'État. Elles sont donc souvent financées en privé. Parce que l'État dit tout de suite, oui, d'accord, si vous ne voulez pas appliquer le programme officiel, alors vous devez tout prendre en charge vous-même. La part des coûts pour les élèves ou les parents est d'environ 1000 à 1500 euros. C'est déjà un système sacrément élitiste. Dehors, peu de gens peuvent se le permettre, 60 à 70%. Beaucoup de projets existent en Rhénanie du Nord-Westphalie ou en Allemagne. Certaines écoles sont passées au privé, puis se sont inscrites en école publique pour obtenir une identité financière. Ils placent leurs enfants dans ces écoles alternatives pour plus de liberté d'esprit. Je pense que ce que les parents ratent à la maison, un enseignant avec 200 interactions quotidiennes ne peut pas vraiment le corriger ensuite. L'école assume alors une grande responsabilité. Elle a une fonction de garde parce que, bien sûr, les parents doivent fonctionner dehors d'une certaine manière. Mais il ne faut pas tout reprocher à l'école. On ne doit pas non plus la mettre sur un piédestal, parce qu'on attend de l'école quelque chose qui est presque impossible. Le plus gros problème, selon moi, c'est que dans la façon dont on traite les enfants, on ignore complètement, disons, la neurobiologie du développement cérébral, ou plus généralement de la maturation. L'école, si elle s'alignait sur la biologie humaine, si on l'organisait en fonction de cela, ce serait un énorme progrès. Mais non. Tu as raison. La mission principale, non? Les parents ont la responsabilité principale durant les 6 ou 7 premières années. Si les parents échouent, pour une raison ou une autre, on pourrait en dire beaucoup, alors l'école ne peut pas compenser cela. Et je le vois aussi. Il y a tellement d'enseignants engagés qui font de leur mieux, qui aiment vraiment leur métier et qui s'investissent énormément, mais ils sont bien sûr déjà limités par les directives. Le fait qu'ils doivent enseigner un programme précis, qu'ils ont un laps de temps déterminé pour transmettre tout cela, qu'il y a beaucoup d'enfants à des niveaux de maturité très différents dans la classe, que les classes sont complètement hétérogènes, quelques fauteurs de troubles finissent par tout bouleverser et attirer l'attention sur eux. Cela complique beaucoup leurs tâches, avec une forte bureaucratie et de nombreuses obligations de documentation. Ensuite, il y a encore tous ces parents inquiets qui ont sans cesse besoin de discussion parce que leur pauvre enfant a encore un problème, et ainsi de suite. Donc, je ne voudrais pas être enseignant de cette façon aujourd'hui parce que je remarque qu'on s'épuise très vite. Tu l'as toi-même vécu, donc c'est ça. Là, tu es en mode survie, très réactif, sans vraiment d'espace pour innover ou apporter du neuf. C'est le dilemme. C'est pourquoi je me dis que le plus important, c'est de commencer par les parents. Et j'aimerais bien ramener ça à l'essentiel.
Si on regarde quel est le noyau de chaque société, c'est la relation parentale. Et si dans cette relation parentale, un trouble s'est installé, oui, est apparu, et cela à cause d'un traumatisme, alors cela a des conséquences. Cela signifie que s'il y a une rupture entre les parents et les enfants, si le lien entre les deux n'est pas très bon, si l'expérience de l'attachement n'est pas très bonne, alors les enfants grandissent sans attachement, c'est-à-dire sans attachement à des adultes de référence, à des personnes de référence peut-être matures, et ils s'attachent alors à la place. Parce que l'instinct d'attachement, c'est notre nature, ils cherchent un substitut et ils s'attachent alors à d'autres enfants du même âge. Cela signifie que tous ces phénomènes que nous pouvons observer aujourd'hui, comme le fait que les enfants, surtout les garçons, forment des bandes, des sortes de gangs, surtout dans les grandes villes, ou qu'ils ont simplement un comportement très immature. Cela a à voir avec cette biologie de l'attachement, parce que beaucoup d'enfants sont mis au monde et ensuite, plus ou moins, livrés à eux-mêmes. Ou encore mieux, les enfants qui viennent au monde sont tout de suite pris en charge par d'autres institutions. Parce que les parents n'ont soit pas le temps, parce qu'ils doivent trimer dans le système, soit parce qu'eux-mêmes sont encore comme des enfants dans leur tête, et tout simplement ils auraient le temps. Mais ils sont eux-mêmes dépassés par les enfants. Ils sont donc reconnaissants et satisfaits de l'existence des crèches, jardins d'enfants et centres d'accueil, car ils estiment que c'est bien, qu'ils paient, ou que l'État s'en occupe, et que les enfants sont bien pris en charge. Mais ils ne comprennent pas que, à ce moment-là, les enfants commencent d'abord à créer des liens avec d'autres enfants ou d'autres personnes. Et le lien avec leurs propres enfants, c'est-à-dire avec les parents, devient plus faible à cause de cela. Et nous sommes tout simplement des êtres sociaux qui ont besoin de liens. Il faut le comprendre. Notre nature est ce qu'elle est. On peut en discuter ou on peut l'accepter telle qu'elle est et construire le système en accord avec la nature. Aujourd'hui, cela va totalement contre la nature, c'est-à-dire pour un être humain qui naît. Je dois expliquer simplement pour être compris de tous. Nous naissons en tant qu'êtres humains immatures. Cela veut dire que nous venons au monde immature. Pourquoi ? Si nous mûrissions totalement avant la naissance, nous serions trop grands pour passer par le canal de naissance. C'est pourquoi la nature a trouvé une astuce. Elle nous fait sortir immatures. Mais elle a créé pour nous un deuxième utérus extérieur. Et ce deuxième utérus extérieur, ce sont nos parents, ce sont nos personnes de référence affective. Cela peut être la parenté, cela peut être la famille, idéalement, mais bien sûr, principalement la mère, la maman, le papa et l'entourage familial direct. C'est comme notre utérus extérieur qui nous protège et nous nourrit. Et si nous avons ce sentiment lorsque nous naissons et que nous avons ce sentiment d'être aussi bien pris en charge et entourés ici, il se passe quelque chose de vraiment formidable. Le cerveau, l'enfant et le système nerveux peuvent mûrir plus vite. Cela veut dire que si l'enfant se sent porté, ressenti, en sécurité, protégé, parce que l'utérus extérieur, c'est-à-dire la famille proche, est là. C'est avant tout une grande responsabilité. Alors cet enfant peut mûrir beaucoup plus rapidement. C'est la deuxième étape importante du développement. Il faut d'abord qu'il y ait une saturation de l'attachement, puis vient cette maturation, et ensuite la maturation se fait beaucoup plus rapidement, car sous des conditions de stress, l'enfant ne mûrit pas. Et lorsque l'enfant a mûri, alors vient la troisième étape importante du développement, c'est la socialisation. Dans la société, exiger d'un enfant de 18 mois ou 2 ans un comportement social en groupe avec des pairs est un bullshit biologique. Pour parler franchement, oui, ce n'est pas possible. Qu'apprennent les enfants là-bas? Ils apprennent en gros à s'imposer avec les coudes, peut-être? Les plus grands prennent parfois aux plus petits. Mais le problème demeure. Un enfant de 2 ans n'a pas encore vraiment développé sa propre identité. Cela veut dire qu'il ne peut pas s'affirmer face aux autres, car il ne se connaît pas encore lui-même, il ne se comprend pas et il n'a pas encore développé cette conscience de soi. Face aux autres, il s'agit de s'affirmer. C'est moi, ceci m'appartient, ce sont mes intérêts, voici toi, voici l'autre. Ils ne peuvent pas encore faire cela à leur âge, mais on le suppose souvent chez les enfants. Pourtant, on l'exige en les mettant tôt avec d'autres enfants de leur âge et en s'attendant à ce qu'ils jouent, partagent et soient gentils ensemble. Mais cela ne fonctionne pas car la maturation n'est pas encore là. Les enfants n'ont pas eu le temps de s'enraciner s'ils ont été séparés trop tôt de leurs parents, parfois dès quelques mois ou à 1 an, à la crèche ou ailleurs. Et le drame quotidien quand les enfants sont emmenés, pleurent et résistent, cela révèle simplement notre nature.
Mais malheureusement, tout cela est ignoré ou mal interprété aujourd'hui. Ainsi, les enfants sont traumatisés très jeunes. Et pas dans le sens d'un traumatisme où quelqu'un viendrait lui donner un coup de marteau sur la tête, mais plutôt dans le sens de traumatisme psychologique. Mon besoin d'attachement, d'appartenance, de proximité avec maman et papa est maintenant interrompu pendant quelques heures. Pour un enfant, quand la mère dit « je reviens dans 6 heures », cela semble une éternité. Tu n'es plus là. L'enfant est seul, il a de nouvelles personnes autour de lui, il se sent en insécurité. Cela provoque du stress dans le corps. Sous des conditions de stress, l'enfant ne peut pas mûrir correctement, il reste en quelque sorte bloqué dans son immaturité. Et puis la mère revient à un moment donné, et alors cela peut arriver. L'enfant, après avoir subi ce long stress pendant de nombreuses heures, retrouve alors la détente. Et cela peut s'accompagner de symptômes, et ce que l'on appelle aujourd'hui les maladies infantiles. D'après moi, en particulier, les symptômes cutanés sont des symptômes de séparation. Oui, la peau est notre organe de contact. Un enfant en bas âge a besoin de beaucoup de contact physique pour se sentir, pour ressentir ce lien. Si cela n'arrive pas, nous avons alors ces conflits de séparation ou de démarcation. Et tous les enfants ne réagissent pas de la même façon, mais si un enfant l'a ressenti ainsi, cette séparation, au moment où l'enfant retrouve ses parents, c'est-à-dire qu'il résout son conflit, qu'il peut à nouveau évacuer son stress, peut-elle alors se manifester par des symptômes cutanés? Nous interprétons alors cela, ou nous l'interprétons souvent, comme des maladies infantiles, avec de méchants virus ou des infections quelconques. Nous nous sommes tant éloignés de la nature que nous ne reconnaissons plus ces liens simples. Lorsqu'un enfant a subi du stress et qu'il a ensuite la possibilité de s'en remettre, il réagit aussi par fièvre, toux et éruption cutanée, précisément parce que cet enfant se trouve dans un métabolisme tout à fait différent parce qu'il est encore en phase de croissance. Comme je l'ai dit, beaucoup ne l'ont pas compris et vont chez le médecin alors que l'enfant a juste besoin de repos. Le médecin regarde brièvement comme un voyant et dit « Je vais vous prescrire ceci ou cela, car ça pourrait être diverses choses. Un virus ou une infection, puis l'enfant reçoit un antiviral ou autre. Si ce n'est pas favorable, peu importe. Si c'est favorable, il dira autre chose. Ramenez l'enfant au lit et laissez-le simplement tranquille. Oui, mais cela arrive des millions de fois et ce n'est toujours pas compris. Mais au final, cela dépend aussi des parents et de nous, qui ne pouvons pas vraiment percevoir ce que cela signifie pour un enfant lorsqu'il est confié à quelqu'un et qu'il pleure. Mais même les mères, la plupart du temps, trouvent cela très désagréable, très stressant, lorsqu'elles doivent confier leur enfant, surtout si elles ont un bon lien avec lui. Donc, ce lien s'est aussi créé lors de la naissance, que la mère ou la femme a vraiment pu activer ses instincts maternels dans son être. Ce n'est pas toujours le cas pour chaque enfant ou chaque femme, par exemple après une césarienne et la création de ce lien. Si elle est sous anesthésie à ce moment, cela peut compliquer la création de liens. Ce sont des aspects très subtils. Aujourd'hui, on en parle à peine vraiment, du moins dans le grand public, alors que dans les milieux alternatifs, on en parle beaucoup. Là, on réfléchit à nouveau à l'origine de tous ces problèmes. Tu reviens toujours à la question: comment un enfant naît-il? Comment est-il influencé? Et quel est le lien d'attachement? De quelle qualité sont les soins qu'il reçoit? Il peut ainsi s'épanouir, s'enraciner, mais aussi prendre son envol et suivre son propre chemin. Oui, c'était un détour par ce que j'appelle la biologie de l'attachement qui fonde notre nature humaine. Et peu importe le cadre culturel dans lequel nous évoluons, c'est partout la même chose, c'est notre nature. Et le système actuel, disons le système d'aujourd'hui, dont fait aussi partie l'école, travaille en fait contre notre biologie. Même la biologie de l'apprentissage est un autre sujet. Mais même celle-ci, au final, disons-le, est complètement bafouée ici. Parce qu'un être humain n'apprend pas en mémorisant simplement des choses ou des faits pour ensuite les recracher de façon mécanique lors des examens. Aucun être humain normal n'apprend de cette façon s'il est libre, s'il peut, pour ainsi dire, explorer le monde par lui-même. Ce sont des choses, les accus, qui exercent une pression sur les gens. C'est une sorte de pression à la conformité qui vient de l'extérieur. Beaucoup s'y adaptent, d'autres sont brisés tôt. Il y a quelques rebelles, ce sont ceux qui ne se conforment pas. Ce sont les fauteurs de troubles, ceux qui perturbent le cours, pour ainsi dire, mais ce sont ceux qui ne se laissent pas briser. Ce sont peut-être ceux qui, plus tard, suivront vraiment leur propre chemin, qui fonderont peut-être une entreprise et qui réjouiront le monde avec de très belles innovations. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup, c'est aussi ce que dit Gérald Hutter. À environ 97%, ils sont ensuite brisés.
J'étais aussi un élève indiscipliné. En 9e, je n'avais que des 5 et 6 avec une moyenne de 4,7. Et ce n'est qu'après avoir changé d'école. Je n'avais aucune confiance en ce système, trop rigide et strict, je n'y arrivais pas. Et ce n'est qu'après avoir changé d'école et qu'un professeur a soudain vu une étincelle en moi. D'autres professeurs ont sans doute ignoré que ma moyenne est passée de 4,7 à 1. Alors, tout à coup, j'ai commencé à croire au système éducatif. Et c'est finalement aussi la raison pour laquelle je suis devenu enseignant. Cette expérience a été si transformatrice que je me suis dit « Waouh !» D'une certaine manière, mon parcours aurait aussi pu prendre une toute autre direction. Finalement, tout s'est plutôt bien passé parce que j'avais ces personnes autour de moi qui m'ont simplement soutenu au bon moment. Si j'étais ministre de l'Éducation, sans fédéralisme, chacun pourrait donner son avis. 50 séances de thérapie pour chaque enseignant souhaitant entrer dans cette branche, car la responsabilité est immense. Je crois que beaucoup d'enseignants sont prisonniers de leur propre traumatisme et chaîne. En fait, ils ne savent même pas quelle incroyable opportunité ils ont là. Ils essaient simplement de survivre dans ce système. Je peux te dire que j'ai eu tellement de collègues estimés pendant la pause que j'ai ensuite vus en classe. Je me suis demandé comment une personne si gentille pouvait devenir un sergent-chef. Et projeter tous ces conflits non résolus sur les pauvres élèves, ça ne va pas du tout. Si je résume rapidement, nous avons tous, à cause de nos comportements inconscients, un traumatisme collectif d'attachement et de développement. Comment ce traumatisme, si on fait le lien jusqu'à aujourd'hui, est-il lié à l'obéissance, à la peur et à l'adaptation ? Alors, il y a peut-être encore une chose que j'aimerais ajouter à ce que tu viens de décrire. On dit souvent « le lien précède l'instruction » ou on pourrait aussi dire « la relation est plus importante que le comportement ». Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu as changé d'école ou de professeur et que tu as construit une bonne relation avec ce professeur, c'est la condition préalable à l'apprentissage. La motivation vient lorsque tu as une bonne relation d'attachement avec quelqu'un que tu considères comme un modèle, et alors tout change. Il ne s'agit donc pas de technique d'apprentissage. Il ne s'agit pas ici du contenu de l'apprentissage, mais de la relation, du contexte dans lequel l'apprentissage a lieu. L'essentiel, c'est la présence d'une personne rayonnante à l'intérieur, même si les bâtiments paraissent délabrés, capables d'inspirer les enfants. Je dis toujours, comme un soleil dans un système solaire et les enfants planètes tout autour, ils peuvent s'orienter vers cette personne. Oui, et ils peuvent, pour ainsi dire, emporter un peu de cette lumière pour leur propre éclat et être inspirés. C'est le plus important, le message central. Si le lien est bon, l'instruction fonctionne. Cela veut dire que lorsque l'enseignant dit « Chers enfants, faites ceci ou cela », et que les enfants aiment cet enseignant ou cette enseignante, bien sûr qu'ils participent, bien sûr qu'ils écoutent, bien sûr qu'ils restent calmes quand l'enseignant dit « Soyez un peu plus calme », par respect, et ainsi de suite. Tout cela arrive parce que cette relation est la chose la plus importante. Et peut-être encore un complément à ce que j'ai dit en premier, avant que je développe un peu plus sur le traumatisme. Malheureusement, l'école aujourd'hui est telle qu'elle détruit successivement deux besoins humains fondamentaux. L'être humain a plus de besoins, mais ce sont les principaux. D'abord, le besoin d'autonomie, de liberté et d'autodétermination, puis le besoin de sécurité, d'attachement et de protection. Le besoin d'autonomie est progressivement détruit par l'existence d'un programme invisible, pour ainsi dire. C'est une sorte de programme de dressage comportemental avec des récompenses et des punitions, des incitations qui, en fin de compte, obligent l'enfant à s'adapter. Cela signifie que son impulsion, son autonomie, sa quête de liberté, sa créativité sont de plus en plus limitées au profit de cette adaptation. Voilà une chose. L'autre besoin, celui de connexion avec les autres, est en fait sapé par cela. Le fait d'introduire un système de notation crée une situation de concurrence artificielle entre les élèves. Selon le principe, lui il est nul, c'est un intello, etc. Cela montre une exclusion et une pression concurrentielle. Oui, je ferai tout. J'ai vécu un exemple simple à l'école avec mon fils. Cours de sport. Il s'agissait de grimper à la corde. Donc, tu dois grimper à une corde en un temps donné. Si tu y arrives, tu as un 20. Mais il y a aussi des enfants moins sportifs, plus ronds ou gros dans la classe. Oui, et pour eux, ce sont exactement les mêmes conditions. Bien sûr, ils n'y arrivent pas. Ils ont alors un 0. Oui, à quoi ça sert ? Je me demande, à quoi ça sert ? C'est aussi idiot que cette image. Tout le monde la connaît, ceux qui s'y sont intéressés. Des animaux comme un éléphant, une girafe, un poisson rouge et un singe sont alignés. Un professeur est assis devant eux à une table. Il dit, pour que ce soit juste, tout le monde aura la même tâche. Veuillez grimper à l'arbre, s'il vous plaît. Le singe dira,
Génial, parfait. Mais le poisson rouge, comment pourrait-il monter là-haut? C'est exactement ce qui se passe ici. Tous sont mis dans le même panier et subissent une pression à la conformité. Et ça, c'est déjà traumatisant. Cette fille ou ce garçon aurait honte d'abord parce qu'ils n'ont pas réussi, puis peut-être pour une autre raison. Le reste de la classe l'a vu, c'est une situation embarrassante. Cela peut vraiment nuire à l'estime de soi de cette personne. À ce moment-là, oui, simplement parce que le cadre était fixé. Vous devez fournir une performance ici et elle sera notée tout de suite. Au lieu de dire « faites-le avec plaisir, faites du sport, bougez-vous ». Celle qui est un peu plus ronde, elle fait simplement d'autres choses très bien. Laissez celles qui veulent toujours courir le faire, mais inutile de tout noter. On dit parfois qu'il faut des retours d'informations, c'est encore une pensée systémique. Mais réfléchissez un instant. Qu'est-ce que cela fait aux enfants, à leur estime d'eux-mêmes, s'ils n'obtiennent pas la meilleure note? S'ils passent à travers les mailles du filet, pour ainsi dire, et c'est traumatisant, c'est déjà un traumatisme. C'est pourquoi c'est peut-être une bonne transition vers ce sujet. Oui, comment pouvons-nous le reconnaître? Tu viens de me demander à propos du traumatisme? Nous le voyons principalement au fait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont extrêmement immatures, émotionnellement immatures et facilement déclenchées. Dès qu'ils sont soumis au stress, ils retombent dans certains schémas et le traumatisme se déroule en principe en différentes phases. Il y a d'abord une sorte de phase de figement, une phase de paralysie. On pourrait aussi dire qu'on tombe dans une sorte de passivité. Il y a une phase de soumission. C'est-à-dire qu'on se soumet alors aux autorités, pour ainsi dire, parce qu'on est déjà brisé intérieurement. Ce traumatisme est une situation qui te submerge totalement sur le moment. Un enfant, plus qu'un adulte qui se régule mieux, peut vivre cela comme quelque chose d'existentiel. Et c'est pour cela qu'on se soumet. Mot-clé, syndrome de Stockholm. On se soumet à l'autorité pour éviter punition ou reproche. Et cela est tellement profondément intériorisé quand on ritualise cela déjà enfant qu'on l'apprend chaque jour que plus tard, à l'âge adulte, même lorsque le corps est mature, ce programme de l'enfance peut encore être actif dans certaines circonstances. Et dès qu'une situation extrême survient, on retombe dans ces schémas et on s'adapte en conséquence. Et cela nous stresse. Ou tu le remarques, car beaucoup développent des stratégies de compensation traumatique malsaines, comme des addictions ou la fuite intérieure. S'ils ne peuvent pas fuir la situation, ils le font intérieurement ou recourent à certaines substances. Cela peut être des drogues de substance, cela peut être des drogues numériques pour se distraire, cela peut être le jeu vidéo, cela peut être la consommation de pornographie, cela peut simplement être de se déconnecter avec n'importe quelle série, tout simplement. Consommer n'importe quelle émission télévisée sans intérêt, c'est une fuite, c'est aussi un signe de fuite. Ou alors effectivement que des substances soient consommées. Qu'est-ce que j'en sais? Classiquement, l'alcool, les cigarettes. Si on considère cela sous l'angle que la personne régule ainsi son système nerveux, pour se calmer, pour sortir de ce mode de stress. En observant la société, tu comprends ce que l'on entend par une société d'enfants traumatisés dans leur développement et leur attachement. Oui, c'est très courant. Ensuite, que font beaucoup pour réguler un stress vécu comme traumatique? Manger ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. La plupart du temps, ce sont des choses malsaines qui rendent le corps plus malade et plus gros. Quand on a compris cela, on peut le voir partout, comment les gens, à cause de traumatismes d'attachement et de développement, adoptent un schéma de comportement dans leurs actions. Ce schéma se manifeste alors dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire lors de situations comme la période du coronavirus, où une situation extrême est imposée d'en haut. Et aussi avec des règles de comportement, et la peur aussi de passer à travers les mailles du filet, d'être exclu, stigmatisé, puni. Cela déclenche exactement tous ces schémas. On le voit aussi au fait que beaucoup de personnes, disons-le, sont traumatisées dans leur comportement d'attachement, ce qui fait que beaucoup de relations ne fonctionnent pas à l'âge adulte. Cela veut dire que l'expérience d'attachement que nous devrions vivre enfant est le modèle de base pour notre capacité à avoir des relations plus tard, à l'âge adulte. Après des traumatismes d'attachement, notre confiance fondamentale est ébranlée. Nous n'avons pas cette paix intérieure en nous-mêmes. Dès que nous sommes dans une relation et qu'il commence à y avoir quelques tensions, une fois que la phase des papillons dans le ventre est passée, peut-on parfois retomber dans ces schémas enfantins, qu'on se retire alors dans la relation, qu'on devienne agressif, qu'on crie partout et ainsi de suite. Et c'est ainsi que naissent ces petits jeux de ping-pong issus de certains schémas de stimulus-réponse qui, si on n'y prête pas attention consciemment, finissent par détruire la relation.
Nous avons donc une question intermédiaire. Reich, oui, j'ai lu récemment. Avec des pacifistes, tu ne peux pas gagner d'argent. Imagine que l'école ne forme que des personnes conscientes et éclairées. Pourtant, la société aura toujours des gagnants et des perdants. Il existe une industrie qui offre réellement des millions d'emplois simplement pour gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre avec toutes ces personnes traumatisées. C'est aussi un modèle de société. Il faudrait bouleverser tout le monde extérieur. Et même toi, en tant que Reich très éclairé et conscient, tu finis par envoyer ton enfant dans une école classique où il existe encore ce vieux modèle. Dehors, beaucoup de gens manquent de ces connaissances et traversent le monde de façon très peu éclairée. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu n'as pas non plus fondé une école alternative et tu ne fais pas les choses selon ton propre programme. On subit tellement de pression que ce système extérieur, il est tellement malin, il nous berce dans une sécurité supposée, mais ce qu'on doit abandonner de l'autre côté, ce sont ses rêves. On remarque que les rêves deviennent de plus en plus silencieux, qu'on devient de moins en moins rebelle. On meurt un peu intérieurement, d'une certaine façon. Il y a tellement de gens qui profitent de ce système. C'est tellement imbriqué. C'est presque impossible de lutter contre ce système dehors, à mes yeux. Exactement. Et c'est aussi la mauvaise approche. De mon point de vue, nous sommes ici dans ce que j'appellerais un entraînement spirituel d'endurance. Je ne soutiens pas les solutions isolées, il y a de très bons concepts scolaires alternatifs, mais le problème c'est que, comme je l'ai déjà dit, le système scolaire traditionnel prépare au système économique actuel un système monétaire basé sur la dette ou sur les intérêts qui impose une croissance artificielle. Même avec une réforme totale du système scolaire, le problème ne serait pas un manque de meilleurs concepts, ce n'est pas la question. Faut-il aussi changer tout le système monétaire et économique? Sinon, il y aura un grand décalage. Cela ne fonctionnerait plus parce que notre système monétaire ou notre système économique repose sur une croissance constante et donc aussi sur la consommation, pour maintenir la circulation de l'argent et payer les intérêts. Mais si tu crées soudainement un système où il n'y a plus cette division entre l'élite et la masse, là, cette société masse-élite, c'est justement ce que nous avons actuellement. Mais quand tu dis soudain, on renverse la pyramide et on en fait un réseau. Que les gens se rencontrent d'égal à égal, que les hiérarchies s'aplatissent, car tu vois des structures hiérarchiques partout, à l'hôpital, dans le système scolaire, etc. C'est en quelque sorte un héritage de cette volonté de monopole de certains cercles qui, au final, intègrent tous les secteurs, que ce soit la banque, la santé, la pharmacie, l'armée, le système éducatif, ils sont tous intégrés de la même manière. Il y a toujours un sommet, c'est là que se concentre tout le pouvoir, la capacité de décision et aussi l'argent. La chaîne de commandement est ensuite transmise vers le bas. Cela ne marcherait pas avec une solution isolée, il faut donc agir intelligemment et il faut transformer le système de l'intérieur. J'ai écrit un livre une fois. Ça s'appelle « Sortir du système de zéro », avec cette phrase importante. Nous n'avons pas besoin de sortir du système, c'est le système qui doit sortir de nous. Je nomme cette pensée en système la normopathie, un cercle vicieux à résoudre. La véritable liberté vient de l'intérieur, ce que beaucoup ignorent. Ils se contentent de se rebeller et d'esquiver. C'est un traumatisme, alors on fuit en s'installant à l'étranger. On s'évade d'une certaine manière. On cherche la solution dans le spirituel, dans le sens de... D'ailleurs, c'était un symptôme de traumatisme. Quand on ne se base que sur des concepts spirituels, l'ésotérisme, c'est aussi ça. Si on ne fait plus que ça et qu'on rejette complètement tout ce qui est terrestre, c'est-à-dire le corps et le matériel, alors c'est aussi une fuite. Et au final, le traumatisme n'est pas résolu pour autant. Et je pense que nous sommes tous plus ou moins dans cette situation. La plupart des gens n'en sont tout simplement pas conscients. Pour résoudre un traumatisme collectif qui s'est accumulé ici, sur de nombreuses générations, pour ainsi dire, en raison des grandes guerres et des processus de rééducation, ainsi que de la culture de la culpabilité qui a surtout pesé sur l'espace germanophone. Ce sont toutes des choses où je dis, nous devons d'abord comprendre ces liens, et ensuite, nous devons consciemment décider de nous y opposer. Nous disons que nous laissons ces vieux fardeaux derrière nous sans les transmettre à la prochaine génération. Ainsi, nous réparons la relation parent-enfant, centrale dans notre ordre social actuel. Beaucoup veulent toujours changer immédiatement quelque chose à l'extérieur. J'appelle ça de l'activisme aveugle. Ce n'est pas très réfléchi. Parce que si tu ne changes pas cela ici, dans ton espace de conscience, dans ta vision du monde, dans tes hypothèses fondamentales, alors, après peu de temps, l'ancien système se réinstallera. C'est le danger de ces armes informationnelles.
Peut-être que je voudrais encore dire quelque chose à ce sujet, car cela rendra peut-être encore plus compréhensible où nous devons réellement intervenir. À mon avis, il y a 3 types d'armes informationnelles. La première, la vision du monde est en partie façonnée par l'éducation et la culture. Dans notre culture occidentale, c'est une vision du monde très athée et matérialiste. Oui, beaucoup ont du mal avec la subtilité. Là, la plupart des gens s'arrêtent, ils descendent tout de suite ésotérisme et ne viennent pas me parler de ça, ce n'est pas scientifique. Mais ils ignorent là qu'ils avancent en ces arguments depuis un certain niveau de conscience. Quand tu dis vouloir des preuves, je te demande toujours quelles preuves acceptes-tu? Au final, nous ne faisons que croire. La médecine est aussi simplement un système de croyance. Par exemple, beaucoup pensent que c'est scientifique, mais la plupart du temps, c'est plutôt un système de croyance. Nous disons, nous croyons simplement que c'est comme ça, nous sommes tombés d'accord là-dessus. La deuxième arme d'information majeure est notre histoire, ou la falsification de la chronologie. Pour tirer des leçons du passé, il faut connaître l'histoire réelle. Il faut comprendre comment ces sommes environnementales ont émergé dans la société, surtout ces 2 derniers siècles. Beaucoup de gens croient, comme on l'apprend aussi à l'école, que toutes ces révolutions, ces guerres, sont arrivées plus ou moins par hasard. Il n'y a pas, disons, d'agenda caché, sinon on évoque vite des conspirations. J'ai rencontré il y a longtemps un professeur d'histoire très intéressant. C'était un de mes patients qui m'a éclairé sur le sujet. Il avait participé à la guerre et connaissait bien de nombreux processus. Et il m'a dit, on peut considérer l'histoire de 3 manières. La politique de l'histoire, c'est classique, c'est ce que nous connaissons. Donc, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Tu entends toutes sortes de dates venant de politiciens, de rois et ainsi de suite. Le deuxième domaine, c'est la philosophie de l'histoire. Là, tu analyses surtout les grandes tendances et ce qui se passe en coulisses pour permettre certains événements sur la scène mondiale. Le troisième aspect concerne la prophétie historique, soit la recherche sur le futur et les évolutions possibles. Tu ne peux les comprendre qu'en comprenant la philosophie de l'histoire. Cela signifie qu'à partir des tendances d'aujourd'hui ou des domaines problématiques actuels, tu peux estimer les tendances et les contre-tendances de demain. C'est aussi valable en politique et dans l'ensemble du système économique si on l'apprend. À l'école, on apprend surtout des chiffres et faits isolés, pas liés entre eux. Et la troisième arme d'information importante est un certain type d'idéologie. Cela peut être une idéologie religieuse, cela peut être une idéologie politique, mais cela peut aussi simplement être la croyance en la science naturelle moderne. Selon la devise « Je ne crois qu'à ce que la science me dit », la période du coronavirus a montré les limites de croire aveuglément à la science. Donc, en quelque sorte, une forme de culte religieux qui se déguise en science, qui a pratiquement remplacé le système de croyance ecclésiastique à l'époque des Lumières. Au final, cela suit les mêmes critères qu'un système de croyance, et celui qui n'y croit pas est, pour ainsi dire, un théoricien du complot ou un hérétique. Tant que ces choses agissent en nous, une vision du monde et de l'histoire fausse et déformée, ainsi qu'une idéologie qui nous divise, persiste. Au lieu de nous rapprocher, la politique montre combien cela peut devenir houleux. C'est un agenda de division tant que cela domine. Chercher toujours des solutions à l'extérieur ne fonctionnera pas durablement. Je sais, c'est le travail difficile, ce travail intérieur difficile que nous devons faire ici. Mais c'est aussi le travail qui nous sortira durablement de cette misère ici. Notamment lors du changement entre la génération des parents et celle des enfants. En tant que parents, si nous devenons plus conscients et nous interrogeons davantage, comment pouvons-nous mieux faire et sur quelle base? Alors, cela va, pour ainsi dire, évoluer sainement. Ce qui est sain va se redévelopper au fil de plusieurs générations. Mais pour que cela puisse se faire plus facilement et mieux, nous, en tant que parents, devons d'abord reconnaître tout ce que nous portons comme vieux fardeau derrière nous. Et ce que nous risquons sinon, si nous ne le remettons pas en question, de simplement transmettre à la génération suivante, eux aussi héritent de ce fardeau et passent la moitié de leur vie à le porter, à travailler sur ces schémas traumatiques que nous avons transmis inconsciemment, avant qu'ils puissent alors exprimer leur véritable potentiel qu'ils possèdent déjà en eux. Peut-être que tu penses, les responsables, c'est ceux d'en haut. L'État veille sur moi. Honnêtement, combien de temps vas-tu attendre que quelqu'un prenne ta vie en main? La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est ta chance. Et si tu veux vraiment en profiter, alors viens à notre webinaire le 15 décembre à 19 h. Je partage totalement ton avis. C'est aussi le principe de la chaîne Meet Your Mentor. Atteindre la responsabilité personnelle ultime. Je dis toujours, deviens adulte, sois indépendant du système et de tes excuses.
En assumant ta responsabilité, tu améliores le monde et gagnes en liberté intérieure. Tu connais ce moment de flow, c'est ça, on est libre intérieurement, on a confiance, on n'a pas peur. Et je crois que c'est justement ça, au fond, un peu aussi la responsabilité personnelle. Et je crois que lorsque tu es dans cette confiance, tu as aussi une boussole morale. Tu perçois mieux ton environnement et deviens plus bienveillant envers toi-même et ton entourage. Tu attires alors soudainement des personnes complètement différentes, ainsi que l'argent que tu attires soudainement dans ta vie. Cela ne vient pas d'une situation de concurrence, ce n'est pas que je dois mettre des bâtons dans les roues de l'autre, cela vient d'un sentiment d'abondance. Cela veut dire que la responsabilité individuelle conduit finalement à rendre le monde un peu meilleur. Car le monde est aussi fragmenté, aussi chaotique, aussi désorganisé dehors parce que les gens ont complètement oublié quelle est l'essence de la vie, parce qu'ils sont complètement déconnectés d'eux-mêmes, complètement sans Dieu, complètement perdus d'une certaine manière, comme des poules affolées. Et au fond, la responsabilité personnelle ultime est vraiment la clé pour avoir une vie meilleure dehors et aussi, d'une certaine manière, pour rendre le monde un peu plus paisible. Je pourrais le résumer en une phrase. Le désordre social extérieur n'est que la conséquence du désordre intérieur dans notre espace de conscience intérieur. Nous devons donc commencer ici, selon la loi. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, c'est logique. Ce que tu portes en toi, tu l'exprimes aussi à travers tes actions, tes décisions, ta façon de parler, ta manière de voir le monde. Tout le monde veut toujours éliminer ou combattre les effets, c'est-à-dire les symptômes, mais pas la cause. Nous créons tous les causes nous-mêmes chaque jour. La façon dont nous pensons, dont nous percevons, dont nous réfléchissons, dont nous interprétons les choses, et sur cette base, prenons des décisions et agissons. Voilà. Si ce que nous voyons dehors ne nous plaît pas, demandons-nous d'abord en quoi cela me concerne-t-il? Parce que le problème, c'est qu'une personne traumatisée se sent impuissante face au monde. C'est aussi un critère important, l'impuissance, ce sentiment de « je ne peux rien faire ». Une personne créative, inventive, dit « je suis efficace, je peux faire une différence dans ce monde ». Je crois aussi que le progrès que nous espérons tous encore tant dans le monde, il s'agit ici de progrès humain, non technologique. Celui-ci était bloqué par le fait que beaucoup de personnes n'ont pas encore trouvé leur place. Ils travaillent en dehors pour gagner de l'argent, mais sans dévouement ni passion, car ce n'est pas ce qu'ils souhaitent vraiment, ni la raison de leur venue ici. Je l'appelle la vocation intérieure, cet appel de l'âme, la raison de ta présence ici. Une personne qui suit cet appel est connectée et enracinée. Il devient comme un phare. Il commence soudainement à rayonner et les autres personnes autour de lui vont se demander « Qu'est-ce qui lui arrive? D'où tire-t-il soudainement autant d'énergie? Pourquoi est-il si joyeux? Pourquoi rayonne-t-il? Tout va mal dehors, non? » Non, il a compris l'essentiel. Il a compris l'essentiel de la vie. Il a trouvé sa place. Ces personnes-là, c'est aussi un appel. Nous avons besoin d'elles, qu'elles agissent enfin, peu importe comment. Il ne s'agit pas du métier, mais de faire les choses avec dévouement et amour. C'est pour cela que nous sommes ici. Et au final, nous sommes tous ici d'une certaine manière pour apporter la guérison, chacun à sa façon. Et cela dans le grand contexte des relations, la relation à nous-mêmes. Tu as dit que cette aliénation, cette normopathie n'est que l'aliénation à la nature et à soi-même. Les gens ne se reconnaissent plus. Ensuite, la relation aux autres personnes, dans les couples, dans les relations parents-enfants, dans les domaines interpersonnels, collègues, amis, et ainsi de suite. Et aussi le lien avec le Créateur universel et la nature. Car lorsqu'une personne se sent connectée au cosmos et sait qu'elle n'est pas simplement le produit du hasard de l'évolution des singes, mais qu'elle se trouve ici, disons, dans un certain contexte. Je l'appelle toujours le jeu créatif de la création, où il y a des règles, des lois, et où je peux, pour ainsi dire, m'épanouir dans ce jeu de la création. Alors, bien sûr, je suis motivé d'une toute autre manière et j'aborde les choses différemment, avec plus d'assurance. Je ne suis pas arrogant, simplement conscient de moi-même et j'aborde ce monde différemment. Je sais que mes actions et mon influence font une vraie différence, c'est très important. C'est pas selon moi ce que font les écoles ou la manière dont nous accompagnons les enfants. Je ne veux même pas dire éduquer, même si le sens originel de l'éducation était « oui, je fais ressortir ce qui est en ces personnes, les potentiels que je fais émerger ». Je crée en quelque sorte des conditions qui permettent à ces talents et qualités que ces personnes possèdent de s'exprimer. Ces dons intérieurs puissent alors s'exprimer. Donc je suis en quelque sorte comme un jardinier qui crée les conditions nécessaires pour que cette plante qu'est l'être humain, cet enfant, puisse s'épanouir de façon optimale. C'est quelque chose de totalement différent que de dire « j'éduque l'enfant », c'est-à-dire ce dressage du comportement, cette approche. L'être humain est une sorte de boîte noire, un biorobot que je peux simplement dresser à adopter un certain comportement par la récompense et la punition.
et qui ensuite s'intègrent dans le système. C'est ancien, c'est le 19e siècle. C'est, pour ainsi dire, un héritage que nous n'avons pas à accepter. Nous devrions laisser cela derrière nous et nous concentrer davantage sur la psychologie de l'attachement et du développement. Et considérer les enfants ainsi, sans dire qu'ils sont petits, ignorants ou inexpérimentés. Il est possible que ces petits corps abritent des âmes très expérimentées et mûres. Ils ont simplement de petits corps. Oui, et avec ces corps, ils ne peuvent pas encore s'exprimer comme nous. Cela ne signifie pas que nous sommes meilleurs ou plus avancés. Il faut simplement y prêter attention. Quelle sorte d'être avons-nous réellement devant nous? Et si tu traites ton enfant avec beaucoup d'attention, tu auras déjà fait cette expérience. Parfois, les enfants poseront des questions. Tu te retrouves devant et tu te dis « aucune idée », mais c'est une question qui va droit au but. Tu te dis d'abord « waouh, je n'y avais jamais pensé, mais c'est une bonne question ». J'adore chez les enfants leur capacité à sortir des phrases spontanément, souvent hors contexte, même en jouant. J'ai eu cette question il n'y a pas longtemps. La question est venue. Où est Dieu, papa? Je me suis dit, waouh. Mais je crois que j'ai trouvé une assez bonne réponse à cette question. Oui, les enfants sont nos plus grands enseignants, car ils ont l'esprit moins compliqué que nous, adultes. Pour moi, c'est toujours ainsi. Être avec ma fille me guérit. Ma fille a 3 ans et demi et passer du temps avec elle est ce que j'aime le plus. Bien sûr, c'est parfois stressant et je suis souvent soulagé quand la maman rentre. Mais là, me placer d'une certaine manière au-dessus de ma fille et croire que je dois maintenant la mettre dans un carcan que je considère comme juste pour moi. C'est bien le 19e siècle, et c'est ainsi que l'on élève la prochaine génération en transmettant les mêmes traumatismes déjà présents en nous. Et oui, et on manque cette incroyable opportunité de laisser l'enfant devenir ce que Dieu avait en quelque sorte prévu pour lui. Raik, je pourrais discuter avec toi des heures, tant cette conversation est passionnante. Poursuivons-la jusqu'à la conclusion. Avec plaisir. Ou alors, donne-nous pour finir 2 recommandations très concrètes pour acquérir de la clarté et de la souveraineté dans ce monde extérieur très agité et fragmenté. L'éducation des enfants, c'est aussi l'auto-éducation. Cela signifie que ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont beaucoup plus de bons modèles. Et cela ne concerne pas seulement ceux qui disent « oui, mais moi, je n'ai pas d'enfant ». Peu importe, dehors d'autres enfants te verront aussi. Ton comportement fait la différence. Cela veut dire que si tu veux que les enfants apprennent un certain comportement, alors ils t'imiteront. Et alors la question est, comment te comportes-tu? Donc l'auto-éducation est la condition préalable à l'éducation des enfants, entre guillemets. Les enfants se contentent simplement d'observer et s'orientent, pour ainsi dire, à ton exemple. Et cela, si le lien fonctionne, puis une nouvelle référence au lien, si la relation et le lien sont bons, alors l'enfant adoptera automatiquement beaucoup de choses. Ce sont tes habitudes de conversation, ta posture, peut-être d'autres choses aussi, bien sûr, aussi ta façon de voir certains points. C'est fascinant et parfois effrayant de voir comment les enfants reprennent cela. Et cela montre aussi, et je ne le dis pas pour rien, que les véritables détenteurs du pouvoir sur cette planète, ceux qui ont vraiment le pouvoir de faire une différence dans ce monde, ce ne sont pas des cercles élitistes ou de grandes fortunes. Non, ce sont les parents. Les parents sont les personnes les plus puissantes sur cette planète, mais ils l'ignorent totalement. On leur a fait croire qu'ils sont petits, faibles, impuissants et ignorants. C'est-à-dire cette croyance qu'on n'est pas assez compétent. C'est aussi une erreur. On peut devenir compétent, oui. Et si une personne, disons, sait ou, disons plutôt, commence par comprendre pourquoi elle est ici, on peut se demander « Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je ?» Et mes rêves. Oui, beaucoup n'osent même plus rêver. C'est ça le problème, parce que, comme tu l'as dit, les rêves sont déjà tellement réduits. Si on met de côté nos croyances limitantes et qu'on essaye vraiment d'ouvrir notre esprit, et ça marche le mieux quand on passe beaucoup de temps dans la nature. Parce que la nature nous offre un champ d'information naturel où nous n'avons pas besoin de faire grand-chose. Nous devons simplement y passer du temps, juste être dedans comme ça. Et cela a d'abord un effet purificateur, mais aussi un effet inspirant. Et si nous nous posons de plus en plus cette question, pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais particulièrement bien et que puis-je apporter au monde? Laisser au monde? Pas la question. Comment gagner le plus d'argent? Cela, c'est une autre motivation. Plutôt,
Où puis-je? Cela peut paraître étrange pour certains. Où puis-je le mieux servir? C'est un certain niveau de conscience à partir duquel je dis cela. Où puis-je, pour ainsi dire, mettre au mieux mes talents, mes compétences au service des autres? Et ce, à condition bien sûr que je le fasse aussi avec plaisir et que j'ai le sentiment de vraiment faire une différence ici. J'aurais encore quelques idées concernant l'école. Peut-être que des enseignants ou des personnes ayant des responsabilités dans le système éducatif m'écoutent aussi. Ce serait bien. Peut-être encore quelques petites idées. Le plus important, c'est que nous devrions d'abord comprendre ce que notre biologie exige pour un apprentissage optimal. Et la condition préalable, c'est toujours la relation avec d'autres personnes de référence importante pour l'attachement. Pour que les enfants mûrissent le plus rapidement possible, ils ont besoin d'une personne adulte de référence forte, fiable et qui leur transmet un sentiment de sécurité. C'est alors qu'a lieu ce qu'on appelle une transmission verticale ou directe de la culture et des valeurs. Cela signifie que l'enfant peut apprendre d'un adulte mûr. Si cet enfant est sous cette protection, il peut mûrir plus rapidement. S'il peut mûrir plus rapidement, il peut aussi développer certaines compétences plus vite. Et parmi ces compétences figure, entre autres, ce qu'on appelle l'émergence. C'est l'élan de s'épanouir. L'enfant sent son port d'attache sécurisé. Et depuis ce port d'attache sécurisé, il peut, pour ainsi dire, s'aventurer dans l'océan secondaire. Parce qu'il peut toujours revenir à tout moment, il a toujours cette protection. Cela le rend plus courageux, il ose plus. Nous avons besoin de plus de personnes courageuses dehors. Le point suivant est que la maturation par l'attachement conduit également à une tolérance à la frustration. Cela signifie que, malheureusement, de nombreux enfants aujourd'hui, en raison de leur immaturité, ont une faible tolérance à la frustration et réagissent très rapidement par l'agression. Et la troisième chose, qui est également due à la maturation, qui se produit sur la base d'un bon attachement, c'est que les enfants sont capables de percevoir et de traiter très rapidement des pensées et des sentiments contradictoires, d'atteindre en quelque sorte un certain niveau de méta-réflexion. Et avec de tels enfants, ils acquièrent beaucoup plus rapidement une compréhension de certaines choses et ne sont plus aussi obstinés. Ce serait encore de l'immaturité, mais eux ont déjà compris. D'accord, mais il y a l'opinion de cette personne. L'opinion de cette personne, et même si elles se contredisent, c'est acceptable pour chacun. Oui, et comme les enfants mûrissent à des rythmes différents, à mon avis, il serait bien mieux que les garçons soient scolarisés plus tard. Donc peut-être seulement à 7 ou même à 8 ans. Sinon, ils ont un grand désavantage par rapport aux filles en ce qui concerne les capacités intellectuelles. Sportivement, pas tellement, mais pour, je ne sais pas, rester assis tranquillement, écrire, écouter, ça c'est, je dirais, un programme éducatif féminin. Les garçons sont en fait désavantagés. Oui, et beaucoup ont aussi, c'est un très grand sujet. La sortie du système scolaire actuel est aussi une grande perte. Parce qu'il manque des hommes. Il manque des enseignants masculins. Beaucoup viennent de familles où les parents sont séparés, et alors le père est peu présent. Cela veut dire que beaucoup d'enfants manquent de figure paternelle. Et il est prouvé que c'est l'une des principales causes qui mènent plus tard, disons, à des comportements criminels, à la formation de bandes et ainsi de suite. Tout cela est bien connu, ces liens. Donc, en quelque sorte, des enfants qui ont grandi sans père présent ou sans autre mentor masculin ou figure masculine de référence, surtout les garçons, mais aussi les hommes, les filles. Ils manifestent alors exactement le comportement que nous pouvons observer partout aujourd'hui dehors, un comportement immature. Jusqu'à une cruauté mutuelle, peu de considération pour autrui, etc. C'est ce qui arrive quand les hommes forts, pas seulement physiquement, mais aussi par leur fiabilité, leur présence, leur protection et leur capacité à expliquer le monde, sont absents. Oui, le père est aussi celui qui rend le monde extérieur intéressant pour l'enfant. Et je dis toujours cela, le monde des adultes est un terrain de jeu bien plus vaste que celui avec seulement un toboggan, une balançoire et du sable. Oui, c'est bien plus intéressant pour un enfant de voir ce que fait papa dehors. Où va-t-il ? Oui, cela signifie que nous avons besoin de bien plus de mentors et enseignants masculins, ainsi que de pères assumant leurs responsabilités, mais au moins, même si la relation de couple n'a pas fonctionné, il reste présent pour les enfants. C'est crucial, car cela permettrait de résoudre de nombreux problèmes. Je trouve que ce que tu dis est vraiment fort. C'est un excellent point de départ pour notre prochaine conversation, à savoir que nous manquons d'identité paternelle dehors. Raïk, pour conclure, soyons brefs. Un jeu de soit l'un, soit l'autre. Je sais que tu dois choisir, même si c'est dur. Si tu devenais ministre de l'Éducation demain, quelle première décision prendrais-tu
Alors, d'abord, j'utiliserai les flux d'argent qui vont vers l'armée et toutes ces absurdités d'armement, je les utiliserai et je les réorienterai. Dans le système éducatif, le secteur est avant tout largement sous-financé. À cause de cela, nous avons beaucoup trop peu de bons pédagogues. À cause de cela, nous avons un ratio d'encadrement très défavorable. Donc, si une personne s'occupe de 20 enfants, il nous faudrait, je dirais, par classe, quand tout va bien, 3 adultes, des enseignants ou enseignantes mûrs et formés, alors l'encadrement des enfants serait bien meilleur. Je pense que ce serait une des premières mesures à prendre. Il faut que ce soit vraiment attractif. Devenir enseignant aujourd'hui, et pas dans le sens de « je ne savais pas quoi faire d'autre, alors je suis devenu enseignant ». Et il faudrait aussi lier l'accès à cette profession à certaines qualités de caractère et humaines. Parce que quand je vois parfois les personnes qui s'y engagent, et avec ceux qui passent chaque jour du temps avec les enfants en maternelle et à la crèche, c'est effrayant. Il reste des enfants dans leur tête, ce que les enfants perçoivent, d'où le retour constant à ce sujet. Oui, le rôle de modèle. Cela veut dire aussi, à mon avis, qu'il faudrait encore beaucoup plus de sensibilisation. Et là, j'utiliserai aussi beaucoup, disons, de budget pour informer les familles en général à ce sujet. À quel point le lien est important en général dans cette société. Donc, en ce sens, je me considère vraiment comme une sorte d'ambassadeur du lien. Je parle souvent de ce sujet car je pense que comprendre l'importance du lien est essentiel. Mais il ne s'agit pas seulement d'ajouter des crèches dans les villes, c'est justement le contraire. On pourrait, je dirais, investir cet argent dans des programmes éducatifs ou aussi soutenir les familles à cet égard. Qu'ils comprennent que les mères ne sont pas obligées d'aller travailler, mais qu'elles reçoivent suffisamment de soutien pour pouvoir rester à la maison si elles le souhaitent. Avec qui préférerais-tu passer une semaine dans une cabane isolée? Netanyahou ou Alice Weidel? Alice Weidel, Et pour finir, en bref, maladie, ennemi ou professeur? professeur, Drake, super échange, beaucoup de nouvelles questions me viennent en tête. J'attends le prochain épisode avec impatience. Je souhaite le meilleur à toi et ta famille à Leipzig. Reste toi-même, continue de créer du lien et d'être un précurseur non conventionnel dans l'éducation. Et je ne te souhaite que le meilleur. je te remercie et j'ai hâte d'avoir d'autres conversations avec toi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Merci, merci. Merci.